Exercice 2, une histoire de méchant petit chaperon rouge. Il était une fois un gentil petit loup qui, tous les jours, amenait une belette à sa grand-mère. Pour cela, il devait traverser une zone d'eau à la nage. L'ennui, c'est que sur un chemin perpendiculaire, le méchant chaperon rouge et sa mère grand avaient l'habitude de l'attendre avec des cailloux. Lorsque le loup nageait, la grand-mère disait « Tire dans ses oreilles et le loup criera !» Le chaperon rouge s'exécutait alors que le loup ne leur avait rien fait du tout. Quand il finissait sa traversée, le méchant chaperon rouge lui disait « Je reviendrai demain !» Comme le loup en avait marre, il devait trouver un moyen de ne plus le croiser. On a représenté sur le dessin la position de départ du loup et du chaperon rouge sur leurs chemins respectifs à un instant donné. On a aussi dessiné deux axes qui sont gradués tous les 100 mètres. Voilà. Donc de là à là, on a déjà 100 mètres d'écart. Ensuite ici, on arrive à 200 mètres par rapport au loup. Tu vois, on avance tous les 100 mètres. Premièrement, quelle distance doit parcourir le gentil loup pour atteindre la zone d'eau? Donc la zone d'eau qui commence ici, eh bien il va devoir parcourir 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 mètres. Deuxièmement, il se déplace à une vitesse constante de 6 km par heure sur le sol et sur l'eau, pour simplifier le problème. Au bout de combien de temps en minutes atteindra-t-il la zone d'eau et au bout de combien de temps en sortira-t-il? Alors, pour cette question, je t'ai fait un petit tableau de proportionnalité juste à côté. On va convertir les différentes données. Alors déjà, tu vois, on parle de la vitesse de 6 km par heure. Eh bien, 6 km, ça représente 6000 mètres, puisque le préfixe kilo, ça veut dire qu'on multiplie par 1000. Ensuite, 1 heure, c'est 60 minutes, ça tu le sais. Du coup, si le loup parcourt 6 km en 1 heure, eh bien, en combien de temps va-t-il parcourir 100 mètres? Donc, tu fais un petit produit en croix ici, d'ailleurs, qui est très simple à faire de tête, puisque ici, on va avoir 100 mètres qui vont être multipliés par 60 minutes. Et ensuite, ça, ce sera divisé par 6000 mètres. Et bien ça fera tout simplement 1 minute. Donc déjà, au niveau des unités, les mètres vont se simplifier entre eux. Puisqu'on a des mètres qu'on divise par des mètres, voilà, ça va simplifier, il nous restera des minutes. Et ensuite, on a 100 multiplié par 60. 100 fois 60, ça fait 6000. Et après 6000, tu le divises par 6000. Bon, si tu es peut-être fragile en calcul mental, tu peux faire une passe à la calculatrice pour te rassurer. Mais ça fait 1 minute. Voilà. Donc, à raison de 6 km par heure, le loup avance de 100 mètres toutes les minutes. Voilà, il met 1 minute pour parcourir 100 mètres. Du coup, il aura atteint la zone d'eau après 7 minutes, puisqu'il a 700 mètres à parcourir. Et ensuite, il a 300 mètres de nage, donc on rajoute 3 minutes supplémentaires, et il ressortira de l'eau après 10 minutes. Voilà, donc le loup se trouve dans l'eau entre 7 minutes et 10 minutes. Si le méchant chaperon rouge aperçoit depuis la rive le loup qui se trouve dans l'eau, donc tu vois, le chaperon rouge, c'est ici pour lui la rive. Si quand le chaperon rouge se trouve ici, il aperçoit le loup qui est en train de nager, eh bien, il lui jette des cailloux. Et s'il ne voit pas le loup dans l'eau au moment où le chaperon rouge se trouve ici, eh bien, il repart aussitôt. Il se dit qu'il a raté le coche. On suppose que donc le méchant chaperon rouge se déplace à une vitesse constante qu'on va noter petit v, et qui sera, elle, exprimée en mètres par minute. Alors, soit t le temps que met le méchant chaperon rouge pour arriver sur la rive. Voilà, là on pose deux notations. Donc V, c'est la vitesse à laquelle il va se déplacer, et T, c'est le temps que va mettre le méchant chaperon rouge pour arriver jusqu'à la rive. Donc pour parcourir 100, 200, 300, 400, 500 mètres. Alors, avec ces notations, troisièmement, exprimer le temps en fonction de sa vitesse V. Et pour ça, je te rappelle la formule V égale D sur T,
où D désigne la distance parcourue, T le temps et V la vitesse. Alors pour ça, je vais te faire juste un petit dessin là que je t'ai déjà montré dans un chapitre de 4e. Ça, c'est un professeur de physique-chimie qui m'avait montré ça et j'avais trouvé ça génial. On va faire ici un triangle qu'on va partager en 3 comme ceci. Voilà. Tu sais qu'une vitesse d'un véhicule notamment, l'unité ce sont des kilomètres par heure, ça tu le sais. Et bien du coup on va écrire la vitesse ici, et notre vitesse elle est égale à des kilomètres, et la barre oblique c'est le symbole de la division. Ça veut dire que notre vitesse elle est égale à des kilomètres divisé par des heures. Mais des kilomètres c'est une distance, donc on va mettre la distance en haut, et ensuite on va diviser ça, donc des kilomètres la distance, divisé par des heures, mais les heures c'est un temps. Donc tu vois dans mon triangle ici, je mets ma vitesse, elle est égale à la distance qui est divisée par le temps. Voilà. Bon, et une fois que tu as fait ton triangle là, en fait tu as toutes tes formules qui apparaissent en te disant la vitesse c'est la distance qui se trouve en haut du temps. Si tu veux exprimer le temps en fonction de la distance et de la vitesse, tu regardes ton triangle. Mon temps, c'est la distance qui se trouve en haut et la vitesse qui se trouve en bas. Donc la distance divisée par la vitesse. Et enfin, si tu veux exprimer la distance en fonction de la vitesse et du temps, on a la vitesse qui est au même niveau que le temps. Ça veut dire qu'on les multiplie entre eux. Voilà comment on fait pour retrouver les 3 formules. Bon, j'avais trouvé ça pas mal. Après, le mieux, c'est de savoir jongler sans avoir besoin de faire ça, évidemment. Mais bon, quand on est au collège, au début, on n'a peut-être pas encore le recul nécessaire. Bon, tout ça pour dire que le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Voilà. Donc, on a exprimé T en fonction de D et V. C'est parfait. Quatrièmement, quelles doivent être les valeurs minimales et maximales du temps que va mettre le chaperon rouge là, pour que le chaperon rouge aperçoive le loup dans l'eau. Voilà. Donc en combien de temps il doit parcourir au minimum et au maximum cette distance-là pour apercevoir le loup dans l'eau. Nous, on veut que... on a dit que le loup, il se trouvait dans l'eau ici après 7 minutes, et il en ressort après 10 minutes. Donc il faut que le chaperon rouge arrive ici avant les 10 minutes. S'il arrive après les 10 minutes, le loup a déjà passé l'eau, du coup il ne le voit pas. Et il faut aussi qu'il arrive après 7 minutes, parce que s'il arrive avant 7 minutes, le loup il est ici sur son chemin. Donc le chaperon rouge ne le verra pas. Donc le temps mis par le chaperon rouge doit être supérieur ou égal à 7 minutes, au moment où le loup rentre dans l'eau. Et en même temps, il doit être inférieur ou égal à 10 minutes, c'est-à-dire avant que le loup ne soit ressorti de l'eau. Cinquièmement, à l'aide donc des 2 questions précédentes, en déduire à quelle vitesse minimale et maximale il doit se déplacer pour y arriver. Bon. Le temps mis par le chaperon rouge, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc nous, on veut que la distance qui est de 500 mètres, 100, 200, 300, 400, 500, je vais l'écrire ici comme ça, on veut donc 500 mètres divisé par la vitesse, on veut qu'elle soit supérieure ou égale à 7 minutes, et en même temps, on veut que 500 mètres divisé par la vitesse soit inférieur ou égal à 10 minutes. Voilà. Donc là encore, on peut soit faire des tests à la calculatrice, tu vas essayer de diviser 500 par une valeur, et il faut que ça soit toujours supérieur ou égal à 7 minutes. On va essayer de trouver la valeur limite, tu fais 500 par exemple, tu le divises par 10, ça fait 50, c'est pas assez, moi je veux atteindre 7. Donc c'est valable quand même, il peut avancer à 10 mètres par minute. Il y aura un temps du coup ici qui sera supérieur ou égal à 7 minutes. Donc on continue, 500 tu le divises par un peu plus grand, peut-être par 15, 33, d'accord, ok, tu continues, 500 divisé par 50 par exemple, on arrive à 10, très bien.
500 divisé par, on va essayer, on va essayer par 60. On n'atteint toujours pas 7. Bon, tu peux continuer comme ça avec les tests. Ou alors, faire directement la technique du poulpe. Tu divises en fait directement 500 par 7. Voilà. 500 divisé par 7. Et ça nous fait environ 71,43 mètres par minute. Donc ça, c'est la vitesse minimale à laquelle doit c'est la vitesse maximale à laquelle doit avancer le chaperon rouge. Donc on a V qui doit être je vais y arriver, c'est la vitesse maximale à laquelle il doit avancer, parce que tu vois, s'il dépasse cette vitesse-là, s'il va plus vite, eh ben, il aura parcouru ses 500 mètres en moins de 7 minutes, et du coup il ne verra pas le loup qui sera ici. Donc il faut qu'il avance au maximum à, donc la vitesse doit être inférieure ou égale à 71, donc je vais écrire 500 septième, 500 mètres divisé par 7 minutes. Voilà. Et donc ça nous fait une valeur à peu approchée d'environ 71,4 mètres par minute. Voilà, donc si le loup se déplace, si le chaperon rouge, le méchant chaperon rouge, se déplace plus vite que cette vitesse-là, eh ben, il aura parcouru ces 500 mètres en moins de 7 minutes, et du coup il ne verra pas le loup dans l'eau, puisque le loup sera avant. Donc il faut qu'il se déplace au maximum à cette vitesse-là, et au minimum, on veut aussi en même temps on veut aussi que 500 mètres divisé par la vitesse soit inférieur ou égal à 10 minutes, parce que sinon il ne verra pas le loup, il aura déjà traversé la rivière. Donc on veut en même temps que V soit supérieur ou égal à 500 divisé par 10 ici. Donc V doit être supérieur ou égal à 500 mètres divisé par 10 minutes. Et ça fait 50 mètres par minute. Voilà. Donc notre méchant chaperon rouge, s'il veut apercevoir le loup dans l'eau, il doit se déplacer à une vitesse comprise entre 50 mètres par minute et 71,4 mètres par minute. Alors sixièmement, combien y a-t-il de vitesses possibles qui sont comprises entre ces valeurs minimales et maximales? Il y a combien de vitesses comprises entre ces deux vitesses-là? Il y en a une infinité, tu as 50 mètres par minute, 50,1, 50,2, 50,85, 68, voilà, tu as une infinité de vitesses possibles qui sont comprises entre ces deux valeurs. On va noter une infinité. Septièmement, connais-tu une notation qui signifie toutes les valeurs de V qui vont être comprises entre la vitesse minimale et la vitesse maximale trouvée dans la question précédente? Donc est-ce que tu connais une notation qui va pouvoir exprimer toutes les vitesses comprises entre 50 mètres par minute et 71,4 mètres par minute? Sinon, tu peux essayer d'en inventer une. Alors, moi, je vais t'envoyer la notation qu'on utilise en mathématiques pour dire toutes les valeurs comprises entre 50 mètres par minute et 71,4 mètres par minute. Eh bien, déjà, on va séparer les deux valeurs par un point-virgule et on mettra autour des crochets. Voilà. Donc, ces crochets-là, cette notation-là, ça veut dire toutes les valeurs qui sont comprises entre 50 mètres par minute et 71,4 mètres par minute. Voilà, c'est une notation, en fait, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Voilà. Et je vais revenir dessus dans la page suivante. On poursuit l'histoire. Alors, cette histoire, donc le fait que le méchant chaperon rouge et sa mère grand jettent des cailloux au loup, elle s'est répétée chaque jour jusqu'à ce que le méchant chaperon rouge devienne grand-mère et ne puisse plus bouger. Mais sa méchanceté envers les loups était telle qu'elle a raconté à quiconque voulait l'entendre une histoire où le loup avait le mauvais rôle. C'est ainsi qu'on a commencé à les chasser au Moyen-Âge, et ce jusqu'à la fin des années 1800. En 2019, ils font encore partie des espèces menacées en France. Qu'est-ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qui te semble irréaliste dans cette histoire? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est un loup qui amène une belette à sa grand-mère? Un loup qui nage? L'élément déclencheur de l'extermination des loups?
Ou autre chose peut-être? Eh bien pour moi, le plus irréaliste, c'est le fait qu'un être humain, donc le méchant chaperon rouge, caillasse un loup qui ne lui a rien fait du tout. Voilà. Alors, hop, une petite partie courte, donc définition, ce qu'on appelle résoudre une inéquation, ça signifie déterminer toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'inégalité est vraie. En fait, c'est la même chose que la résolution d'équations, voilà, qu'on a déjà vu auparavant. Deuxième petit point, certaines inéquations possèdent une infinité de solutions. Et puisqu'on ne peut pas toutes les lister une par une, eh bien on a adopté une notation avec des crochets. Voilà, cette notation-là, qui désigne l'ensemble des nombres réels qui sont compris entre ces deux valeurs-là, A et B. Et cette notation, on appellera ça un intervalle. Alors, quelques exemples juste en dessous. Tu vois, quand on a cette notation-là, l'intervalle 0,5, eh bien, ça désigne tous les nombres qui sont compris entre 0 et 5. Et ici, on va inclure 0 et 5 aussi. Alors, on les inclut. Pour savoir si les nombres sont inclus ou pas, il faut regarder le sens des crochets. C'est ce que je te mets dans le A noté juste en dessous. C'est le sens des crochets qui indique si les bornes de l'intervalle sont comprises ou non dedans. Si le crochet a ses barres horizontales orientées vers le nombre, ce dernier est inclus. Et on dit qu'il s'agit d'un crochet fermé. Tu vois, là, si je reprends ce crochet-là, eh bien, les petites barres horizontales, elles viennent en direction du nombre 0, la borne 0. Ça veut dire que 0, on le met dedans. Et pour le 5, c'est pareil. Tu vois, hop, mes petites barres horizontales, elles sont orientées vers le 5. Ça veut dire que 5, il est aussi dedans. Ensuite, on a un deuxième type d'intervalle, qu'on dira semi-ouvert ou semi-fermé, ça n'a pas d'importance, où tu auras une borne de l'intervalle qui sera inclus dedans, puisqu'ici, là, le crochet bleu, ici, on a les barres qui sont orientées vers 0. Ça veut dire que 0, il se trouve dans mon intervalle. Et par contre, si tu regardes le crochet au niveau de 5, eh bien, mes barres horizontales, elles sont orientées à l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne prend pas la valeur 5. La valeur 5, on la dégage, entre guillemets, de l'intervalle. Donc là, tu as toutes les valeurs comprises entre 0 et 5, 0 inclus, mais par contre 5 exclus. Donc 5, il n'est pas dedans. Voilà. Troisième intervalle, toujours semi-ouvert ou semi-fermé. On a 0 qui, cette fois, 0 n'est pas inclus, puisque les barres sont orientées à l'extérieur. Et par contre, ici, on inclut 5. 5, il est dedans. Donc, tous les nombres compris entre 0 exclus et 5 inclus. Et enfin, un intervalle qu'on dira ouvert, puisque des deux côtés, on n'inclut pas la borne. Donc 0 n'est pas pris dedans, et 5 n'est pas pris dedans non plus. Voilà. Autre possibilité, lorsqu'on souhaite désigner tous les nombres qui sont plus grands ou plus petits qu'un autre, on utilisera un symbole ici, là, un 8 à l'horizontale, qui signifiera l'infini. Voilà. Si on veut par exemple désigner tous les nombres qui sont strictement négatifs, c'est-à-dire tous les nombres plus petits que 0, eh bien on utilisera cette notation-là, l'intervalle moins l'infini, puisqu'on a des valeurs négatives, et 0. Et comme on veut qu'elle soit strictement négative, c'est-à-dire strictement inférieure à 0, eh bien on mettra un crochet ouvert en 0. Et en moins l'infini, on sera ouvert, parce qu'en fait tu ne peux jamais atteindre l'infini. Et comme tu ne peux pas l'atteindre, eh bien on sera ouvert. Voilà. Ensuite, si on prend l'intervalle 0 plus l'infini, ça va désigner tous les nombres qui sont strictement, alors j'ai écrit négatif ici, c'est une coquille, ce sont tous les nombres qui sont strictement positifs, plus grands que 0. Et on a ouvert en 0 et ouvert en plus l'infini, puisqu'on a des nombres qui sont positifs. Enfin, l'intervalle moins l'infini plus l'infini, eh bien ça désigne tous les nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres qu'on utilise. Voilà. Donc, tous les nombres qui sont négatifs et aussi tous les nombres qui sont positifs. Voilà. Et enfin, pour représenter un intervalle, on aura trois possibilités. Donc une première représentation d'un intervalle avec une notation entre crochets, c'est ce qu'on a vu ici.
Il faut faire attention toujours au sens des crochets. On aura une deuxième représentation donc sous forme d'inéquation ou d'encadrement. Tu vois cette notation-là, la x inférieur ou égal à 3, ça désigne tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 3. Tous les nombres donc, qui sont compris entre moins l'infini et 3. Et enfin, on aura une troisième représentation sous forme d'axe gradué. Voilà, tu traces un axe ici. On graduera, on va noter du coup 3. Et nous, on veut tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 3. Du coup, ici, tu vois, hop, j'ai surligné tous ces nombres-là jusqu'à 3. Et en 3, ici, j'ai mis un crochet fermé. Tu vois, les sens des crochets, ici, mes crochets sont orientés vers les valeurs qui sont inférieures ou égales à 3. Voilà. Et pareil, 3 représentations pour le deuxième intervalle ici, tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 1 et en même temps strictement plus petits que... Pardon, j'ai dit les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 1 et qui sont en même temps strictement inférieurs à 2. Voilà. Alors, pas de panique, on a vu beaucoup de choses là d'un coup. On va appliquer tout ça, on va essayer de créer des automatismes avec ces 3 notations différentes, notamment dans l'exercice 3. Et tu auras aussi des exercices d'entraînement voilà, pour vraiment automatiser cette notation-là, qui est très importante. Donc on ne panique pas, on va bien prendre le temps, on va faire les exercices, on va s'appliquer, et tu verras, quand tu auras tilté le truc, ça se fera tout seul. Allez, on va passer à l'exercice 3.